Alors, on va recevoir dans un moment Francis Hérette, parce que justement, c'est lui qui est notre invité ce mercredi. Et malheureusement, il va prendre, après cette émission, il va prendre, donnons-lui un peu quelques petites vacances aussi, pour qu'il se repose. Et puis bah oui, pourquoi pas, et il nous revient tranquillement au mois de septembre. Cool, voilà. Et avec lui, ce sera, on va mettre pour cette nouvelle saison, première saison, on clôture avec comment renforcer la cohésion de votre équipe, justement, quand il y a, quand votre équipe est en proie à un conflit. On en parle ce matin. Bonjour Francis Hérette. Bonjour Mireille. Bonjour Calvino. Bonjour Francis Hérette. Hi Kathy. Hello Francis. Yeah. Oh, it's a pleasure to be around with you guys. The pleasure is all. You look so young. Oh, thank you. You look stunning. You look stunning. Maybe I had a great evening, great night. It's obvious. Then it's like I didn't want to say it, but you know I just have to. Yes. When I look at the color of your dress, and I look at Mireille Grace, Pourquoi tu fais trop les yeux doux à monsieur Francis? C'est un beau fond. Very careful. Il appelle monsieur le seul compte de l'émission, c'est là. Quand monsieur Francis arrive ici, vos yeux quand il change. No, ça change. Anyway, c'est notre coach. So, like I was saying, there is this thing, like, Calvino, il faut regarder très bien. Regarde la chemise de... Très belle. Mais il faut aussi so beautiful. Et regarde aussi le foulard de Mireille Grace. Ah, la même couleur. Oui. Wow. I'm sure you guys plan it, right? Il faut rappeler que Francis a un style de vêtements. Lui, c'est beaucoup plus africain. C'est soit un pantalon avec une tenue africaine au-dessus, soit un jean avec un haut africain. Ça, c'est un peu son style. C'est plutôt relax. Il faut valoriser la culture africaine, il faut valoriser les modèles africains. Voilà. C'est malheureusement un perte de vitesse. Nous qui sommes sur le continent, donnons un message positif, un message assez fort, que l'Afrique a des ressources et qu'on peut s'en servir pour se mettre en avant. Moi, j'ai des amis qui croient que le tissu africain ou bien que le vêtement africain est très beau et nous avons tendance à le mettre très souvent. Ouais. Et ça habille un peu trop dame, trop monsieur, trop sérieux. Surtout les femmes, hein, parce que quand on porte un tissu africain, on a l'impression, une tenue africaine, ça fait genre léger. Pas quand je dis léger, c'est décontracté. Par contre, quand une femme porte une tenue africaine, ça rend la posture, ça change. Donc, ça rehausse d'abord sa beauté, ça donne une allure. Comme Cathy, par exemple. Quoi? Si on te dit que c'est une petite fille, tu peux même pas croire. Je te dis ça, mais comment? Je ne suis pas une petite fille. Excusez-moi. Face à moi, tu es une petite fille. Non, je ne sais pas. Mais ça te rehausse, ça te donne une allure. 40, when they say 40. C'est ça, ouais. Are you 40? Yes, I'm 40, Francis, I'm 40. You look much younger than 40. Oh, thank God. Let God's name be praised. Aïe, Cathy. Seriously? Yes, I am. Hey, tu écoutes aussi ça. God is great. No. Francis, to be very honest with you, sometimes when I tell my age, you don't believe. It's true that I look younger than my age. Yes, it's younger than my age, right? Yeah. Yes, much younger. Much younger you than can't my be age 40. because I have a very decent lifestyle, you understand? And the things I also consume and the way I live my life makes me to look much younger. Reasons why when I tell people that I'm 40, it's so difficult for them to believe. But then, for the records, I'm 40 years old. Thank you. We'll talk about that 10 years from now. I really? Yeah. No problem. 10 years from now it means I'll be 50, right? Then I'll be 100 years old. 40 is smaller. You guys are... You have 50, 40, 47 and 49. 47. No, very soon. It's a gradual process. No, it's good. Gradually now. Voilà, ok. Ok, merci pour cette très bonne humeur. Voilà, Francis, on va straight to the talk.
we go. Oui. Straight to the Straight, top. yeah. Straight to the talk. La cohésion d'équipe, quand il y a des conflits, comment ça se gère, comment on arrive à optimiser cette cohésion-là, parce que vous savez, les conflits, ça ne manque jamais. Et donc, on va discuter, on va d'abord planter le décor, on va voir un peu les sources de conflit, on va voir comment le manager peut les résoudre, ou bien comment il peut se mettre au-dessus de ces conflits-là, afin de guider ses collaborateurs vers l'atteinte des objectifs qui leur sont propres. Ok. D'accord. Ok. Alors, on commence par, d'abord, c'est une équipe, après, on a la cohésion, et puis, voilà, comment avoir une bonne cohésion déjà dans une équipe? D'abord, il faut s'interroger sur le sens du mot cohésion. Oui, cohésion, oui. Oui, la cohésion rappelle tout ce qui est objectif assigné à une équipe, tout ce qui est plan d'action, tout ce qui est état d'esprit positif qui va conduire l'équipe vers l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire que quand il y a cohésion, ça veut dire qu'en fait, les membres de l'équipe s'entendent, les membres de l'équipe savent chacun quel rôle il doit jouer, et donc c'est comme un orchestre où chacun a sa partition à jouer. Et maintenant, on a une cohésion d'équipe lorsque chacun joue sa partition et que le chef d'orchestre, à partir de ses outils managériaux, arrive à guider chacun, à encourager, à motiver. Donc c'est un peu ce tout-là qu'on appelle la cohésion. Et maintenant, quand il y a cette cohésion-là dans l'équipe, pour la renforcer, quelles sont les qualités requises pour pouvoir renforcer cette cohésion-là? Ou alors renforcer cette équipe qui est déjà en... Alors lorsqu'il y a cohésion dans une équipe, ça veut dire que la collaboration est très bonne entre les différents partenaires, entre les différents employés, et que la communication est au rendez-vous. Et que les tâches s'accomplissent de manière automatique. C'est-à-dire, ceux à qui on a délégué savent ce qu'ils doivent faire et ont les compétences pour faire ce qui est attendu d'eux. Et donc à ce moment-là, ce que le manager peut faire, c'est de demander à ses collaborateurs les autres choses qu'ils peuvent faire afin de renforcer la cohésion d'équipe. Parce que souvenez-vous que la cohésion d'équipe n'est pas le fait du manager lui seul. Le manager donne le ton et les collaborateurs, par leur enthousiasme, par leur adhésion, vont donc rentrer dans la danse pour créer la cohésion. Et là, on a l'impression que la collaboration est parfaite. On a l'impression que tout va de soi. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a des objectifs qui sont connus de tous et que tout le monde est également motivé, bien qu'à des degrés différents. Parce que la cohésion d'équipe ne peut fonctionner que lorsqu'il y a véritablement de la motivation. Parce que la motivation permet à chacun ou à la majorité de pouvoir décupler leurs efforts afin d'accomplir les missions qui leur sont assignées. Over to you. So yes, I want to ask this question: like, what are the behaviors of a cohesive team? Okay, the first thing is communication. Communication. There is a good level of communication, whether between the manager and the team as a whole, or among the team members. Communication flows because people share the same agenda. Okay. Because people have bought into the agenda. And so they are ready to do what it takes to achieve their goals, individual and the group goals. And then when you see a cohesive team,
one of the things that you can notice is that they are very supportive. They support one another. They cover up for one another without being required, without being ordered to, without being instructed, because they feel that they are part of something, they are part of a whole. And as individuals, they understand that it is their individual contributions that make the contribution of the whole. So as a result, they are very supportive towards one another. They communicate, and then the manager acts like a real leader. That is, he motivates, and then he brings support every time that people need him to support them. Okay. So, and then performance can be felt. Performance can be measured. That's why it's important to always make sure that the team is cohesive. And one of the first things is communication. Communication. Are people aware of what they are expected to do? Are people actually delivering? If they're not delivering, what are the stumbling blocks that are preventing them from delivering? And how can the manager address those issues? Because the manager is also a problem solver. It's true that the team members are also expected to have good problem solving qualities or capacities, but the manager is also there to create the kind of atmosphere where problems can easily be addressed successfully. Now, talking about the role of a manager, now, as a team, the objective is to get a win-win-win. Yes, sure. Now, are there possibility of using conflict management in reducing tension in the workplace? Okay. Conflict are a symptom of something not right. And for every reasonable manager, a conflict must be solved. Because when a conflict is left unsolved, it's going to undermine the team in ways that you cannot imagine. Okay. Yeah. So the first thing is the manager should be aware of what is happening within the team. And every time that there are conflicts, he should be aware of the conflicts. And find ways to address them. Now, when the manager takes time to resolve conflicts, the team will grow and will develop powerful bonds. Because conflicts sometimes are due to misunderstandings. Conflicts sometimes come as a result of bias. Yeah. So the moment the manager notices a conflict, he has to address it. Now, there are techniques that he can use to address those conflicts, and we do those. We go over those techniques during workshops, during seminars. So he has to address those conflicts, because if, for example, there is a bias, by digging deeper, he's going to make people understand that it was just a bias. If there is a problem due to misunderstanding, it may mean that communication is not very clear, and so as a result, he has to work on his communication. Or maybe the communication that he carries out does not flow at the same time to all the collaborators. So maybe there are bottlenecks. Maybe there are people who do not get the message down to their colleagues. And so as a result, he will now make a way to make the communication very smooth. And if a conflict comes as a result of some people being lazy, not delivering, then he'll be able to address the issue and maybe see how he can support them in upskilling. So every time there is a conflict in a team, it simply means that there is a malaise that has to be addressed. That's why it's very, very important for every manager to develop skills, conflict solving skills,
they are very important, they are vital. Because if left unsolved, those conflicts will seriously undermine the team, performance will drop, and you may have people leaving the boat. Okay. Because when a team environment becomes very unhealthy, not everybody can stand, can stand tension. Not everybody can stand permanent tension, permanent aggressivity. Some will just leave the boat, and that's how you may lose talents because you as a manager, you were unable to do your work, to do your job properly. Okay. Oui, j'ai une question à deux volets, M. Red. Le premier volet, c'est quels sont les différents types de conflits qui peuvent exister en entreprise? Et de deux, est-ce qu'il y a des étapes pour pouvoir résoudre ces types de conflits, ces conflits, quoi? Alors ça fait généralement l'objet d'un séminaire d'1 jour, bien de 2 jours. Donc ça fait aussi l'objet d'un atelier, en entreprise. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails qui sont assez techniques et qui pourraient perdre certaines personnes. Mais disons que les conflits sont de plusieurs ordres. Vous avez des conflits qui sont liés à la communication. C'est-à-dire que la communication ne passe pas normalement. Voilà. Il y a parfois des personnes qui bloquent des informations ou bien qui retiennent l'information. Et ça fait donc qu'ils mettent à mal leurs collaborateurs qui n'ont pas accès à l'information au moment voulu. Vous avez des conflits qui naissent de ce que certains collaborateurs ont l'indélicatesse de vouloir gérer des choses pour lesquelles ils n'ont aucune compétence. Voilà. Et parfois, cela se fait sous la barbe du manager et qui parfois est partie prenante. C'est-à-dire que le manager est très conscient que tel collaborateur à qui j'ai donné telle mission n'a pas les compétences requises. Mais il s'entête à le faire. Et maintenant, la contre-performance de ce collaborateur-là va créer des conflits. Voilà. Vous avez également des conflits qui surviennent parce que certains collaborateurs travaillent dans une équipe ou travaillent sur un projet et tout le monde ne travaille pas à la même vitesse. C'est-à-dire que vous aurez par exemple 2-3 collaborateurs qui se mettent à fond dans le projet et il y en a 5 qui se tournent les pouces et qui n'attendent que les résultats. Et donc à un moment donné, la pression va être concentrée sur ces 3 travailleurs et vous voyez qu'à un moment donné, ils vont peut-être tolérer, ils vont peut-être supporter, mais à un moment donné, ils n'en pourront plus. Ça va créer un conflit. Et puis vous avez aussi des conflits de personnes, où des gens ne s'apprécient pas, parfois pour des raisons qui dépassent l'entendement humain. Ça peut arriver, c'est humain. Et retenez que dans tout groupe humain, il y a tôt ou tard des conflits qui vont survenir. Pas parce que les gens aiment des conflits, mais simplement parce que la nature humaine est faite telle que chacun veut s'affirmer, chacun veut atteindre ses objectifs, parfois même au détriment d'autres collaborateurs, mais toutefois sans avoir conscience du mal qu'ils peuvent faire aux autres dans leur démarche. Et donc, parfois, lorsqu'on résout un conflit, c'est parfois à ce moment-là que certains collaborateurs prennent conscience du mal qu'ils ont pu faire, de la liberté qu'ils ont pu s'accorder et qui a pu blesser X ou Y. Voilà. Et donc, il est donc important pour une équipe d'avoir à l'esprit que les conflits ne sont pas là pour venir diviser l'équipe. Mais les conflits sont simplement symptomatiques d'une situation qu'il faut résoudre le plus tôt possible. Parce que tout conflit qui n'est pas résolu va créer une situation désagréable qui va s'empirer. Et c'est pourquoi parfois on arrive à des démissions. Parfois on arrive à un climat social très tendu qui a forcément un impact sur les résultats de l'équipe. Et voilà comment parfois une équipe peut sombrer
dans la contre-performance simplement parce qu'il y a des conflits qu'on n'a pas pu résoudre et ces conflits-là ont profondément divisé et démotivé l'équipe et les collaborateurs. Ce que vous dites là, monsieur Red, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans les entreprises et aussi même ici chez nous à STV. Ça m'amène à vous poser la question, monsieur Francis, comment résoudre un conflit entre deux collègues de travail? D'accord. La première chose, lorsqu'on est manager et qu'on voudrait résoudre un conflit, c'est d'éviter de croire en des rumeurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut éviter de s'arrêter sur la rumeur. On dit que tel a fait que... Non. Il faut, dans un premier temps, inviter les collaborateurs séparément et leur demander ce qui ne va pas. Voilà. Et lorsque vous convoquez un collaborateur, n'ayez pas la posture du manager. Ayez la posture d'un facilitateur. Ayez la posture d'un médiateur. C'est-à-dire que vous ne lui parlez pas avec autorité, mais vous vous rapprochez de lui afin qu'il vous explique exactement ce qui se passe. Ça veut dire que vous devez écouter. Là, on parle de l'écoute active. Vous devez écouter sans jugement. Et lorsque vous avez écouté le premier collaborateur, après, faites venir le deuxième collaborateur. Voilà. Et si possible, faites-vous accompagner par un témoin. Si vous êtes un manager, vous avez votre assistante qui peut servir de témoin, ou alors vous faites venir un autre manager d'une autre équipe parce qu'il est, entre guillemets, il est neutre. Exact. Et donc, il va simplement écouter afin que vous ne vous trompiez pas sur votre jugement. Voilà. Afin que vous résistiez à l'envie de vouloir prendre parti. Donc, quand vous avez écouté les deux parties séparément, vous connaissez désormais le fond du problème, mais en fait, vous n'êtes pas encore sûr du fond du problème. Vous avez écouté les deux parties. Maintenant, trouvez le temps de convoquer les deux collaborateurs au même moment. Comme la Bible l'indique. Oh, super. Comme ça. Au même moment, pour procéder à une confrontation. Et puis, prenez le soin de calmer d'abord les esprits, expliquer qu'ils ne sont pas au tribunal, donnez-leur les motifs pour lesquels il est important de résoudre ce conflit, présentez déjà les conséquences que ce conflit a sur les résultats de l'équipe et sur l'ambiance au sein de l'équipe. À ce moment-là, ils prennent conscience en fait qu'ils sont en train de poser un acte, ils sont en train de poser des actes qui dépassent leur personne. Parce que souvent, vous allez avoir deux collaborateurs qui se font la guerre et ils ont l'impression qu'en fait, c'est de lui à moi ou bien d'elle à moi. Mais en fait, ils sont en train de pourrir l'ambiance de toute une équipe. Exactement. Parce qu'à un moment donné, vous aurez des alliés. X aura ses alliés, Y aura ses alliés, et voilà comment... Les camps. Et voilà comment un conflit qui opposait deux personnes devient un conflit entre deux clans, entre trois clans. Et parfois, le conflit peut maintenant aller même au-delà de votre équipe et empoisonner toute l'entreprise. Voilà. Donc, quand vous leur faites prendre conscience des dégâts du conflit, à ce moment-là, ils auront l'humilité de vous parler, de s'expliquer. Et maintenant, c'est à vous, vous n'allez pas agir comme un juge qui va dire « vous avez raison, je vous condamne ». Non. Merci pour la stratégie. Trouvez le moyen de leur faire entendre raison. Et maintenant, de trouver... Essayez, ne veut pas. Et maintenant, de trouver un On les renvoie. terrain d'entente. Tout simplement. Une fois que vous avez trouvé un terrain d'entente, maintenant, vous les mettez en garde. Voilà. De ne pas continuer. Ok. Parce que s'ils continuent, vous ça met à la voudrait porte. dire qu'en fait, ils ne respectent pas l'équipe Et l'éthique même de l'entreprise. de l'entreprise et qu'ils voudraient pourrir l'ambiance.
Maintenant, s'il y a déjà des camps, alors les meneurs du conflit doivent être interpellés afin qu'ils expliquent ce qui se passe. Maintenant, il y a des conflits qui peuvent naître d'une injustice administrative. Oui. Par exemple, en fin d'année, il est question pour l'entreprise X ou bien Y de reverser des bonus aux employés selon un coefficient qui a été calculé par les RH. Et maintenant, le chef, par exemple, ou le manager décide de ne pas respecter le coefficient calculé par les RH et va plutôt reverser les bonus de façon injuste ou de façon inéquitable. Ça aussi, ça fait naître des conflits. Et parfois, vous allez voir que toute une équipe est en conflit ouvert avec le manager. Voilà. Parce qu'il y a eu une injustice administrative. Ou encore, les textes, par exemple, n'ont pas été respectés. Je prends un exemple très banal. Toute femme qui tombe enceinte et qui finit par accoucher, elle a droit à un congé, à tel prime, à ça. Et puis maintenant, au moment où Cathy, par exemple, accouche, Cathy ne bénéficie pas de tout ce protocole de bénéfices. Et puis, 6 mois plus tard, Mireille accouche et Mireille bénéficie de tout le package. Et Cathy va se dire, mais que se passe-t-il? Et Cathy, maintenant, va aller vers les autres collaboratrices et demander, quand tu avais accouché, tu avais reçu le pack là, toi? Non. Et maintenant, Cathy va recruter les collaboratrices qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages. Et là, maintenant, vous aurez 2 camps. Les textes sont là, mais les textes n'ont pas été respectés. Et donc, vous avez donc des personnes lésées qui vont donc créer un conflit parce que leurs droits n'ont pas été respectés. Et à ce moment-là, elles vont interpeller le manager. Mais sauf que très souvent, les personnes qui ont bénéficié du package auront tendance à botter en touche leurs réclamations. Non, il n'y a pas grand-chose, on ne peut rien faire, en fait ci, en fait ça. Et ça va donc créer un conflit. Donc vous voyez que les conflits peuvent naître de tout et de rien. Ok. Wow. Comment donc gérer, quels sont les facteurs importants pour obtenir une meilleure équipe, une meilleure cohésion d'équipe? Alors, il y a le terme équité dans le management. C'est très important, l'équité. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre tout le monde au même pied d'égalité. Il y a des gens qui méritent plus, il y en a qui méritent moins. Mais lorsque vous voulez donner à tout le monde la même chose, vous comprenez que ceux qui méritent plus seront frustrés. Ceux qui méritent moins seront très contents. Mais en fait, ils ne le méritent pas. Donc, le manager doit à tout moment penser à l'équité. L'absence d'équité va produire des conflits innombrables. C'est-à-dire que lorsqu'on dit le bonus de fin d'année, par exemple, les RH ont calculé un coefficient et on dit ceux qui ont atteint 80% des objectifs recevront tant. Ceux qui ont fait 100% recevront tant. Ceux qui ont fait 10% recevront tant. Vous comprenez que si on doit allouer le même bonus à celui qui a atteint 70% des objectifs, s'il reçoit la même somme que celui qui a atteint 100% des objectifs, il y aura injustice. Tous auront été récompensés, mais il y aura eu inéquité. Parce qu'on a voulu faire une récompense égalitaire. Or, il y a des moments où le manager ne doit pas regarder le côté égalitaire, mais plutôt se demander, est-ce que c'est équitable? Est-ce que chacun a reçu selon ses efforts? Est-ce que telle personne qui a conduit le projet du début à la fin et qui s'est mis à 100%, est-ce qu'on devrait le rétribuer au même titre
que celui qui a commencé le projet et 1 mois plus tard est parti. Et n'est revenu que lorsque on avait déjà de bons résultats. Vous voyez donc la gestion du manager peut aussi être source de conflit. Un manager qui n'est pas équitable, un manager qui ne récompense pas les efforts, un manager qui ne communique pas suffisamment, un manager qui n'encourage pas l'équipe peut créer plutôt des conflits et détruire la cohésion de l'équipe. Imaginez une équipe qui a travaillé dur pour atteindre un objectif assez important pour l'entreprise et que le jour où ils remettent le rapport, qu'il n'y ait aucun merci, qu'il n'y ait aucune cérémonie au cours de laquelle on les récompense ou aucune cérémonie au cours de laquelle on leur dit simplement merci et qu'on leur présente les félicitations de l'équipe. Ça va frustrer. Ils vont se dire, mais à quoi ça a donc servi de passer des nuits blanches? À quoi ça a servi de se tuer à la tâche? Et voilà un conflit qui va naître. Et vous savez que les gens ont les mémoires d'éléphant en entreprise. Et ils vont attendre le jour où un autre projet, peut-être de petite ampleur, sera récompensé. Et là, ils vous diront, mais nous avons ici un management à 2 vitesses. Certains font des grandes choses, on n'en parle pas, ça passe sous cap. D'autres lèvent juste le doigt, ils sont récompensés, ils sont encouragés, et voilà les conflits. Exact. Ça veut donc dire que il n'y a pas de manager parfait. Il y aura toujours quelque chose qu'un manager fera mal et qui va susciter des conflits. Mais un manager conscient, un manager éveillé peut quand même limiter les conflits venant de lui. Et s'il peut limiter les conflits venant de lui, ça veut dire que la plupart des conflits viennent plutôt de l'équipe. Et s'il est outillé en compétences de résolution des conflits, il pourra s'en servir afin de résoudre les conflits qui s'opposent. Parce que la cohésion d'équipe, c'est un tout et c'est très important de travailler sur la cohésion si on va avoir des résultats, si on va avoir de la performance. Okay, Francis, you make mention of the fact that communication it's one of the behaviors of a cohesive team. Yes, cornerstone. Okay, cornerstone. Cornerstone, yes. Yeah. Now, you and I know that when we talk of a team, it's like it's been made up of people from different environments, different background, different upbringing, and the rest. And as such, they have different tempo so far. Now, are there possibility, because when you make mention of the fact that communication, a lot of people don't know what it means, like when you say you have to communicate. Some people don't know how to approach somebody to talk to the person, especially maybe when they are in loggerhead with that person. Now, I don't know if there are some tips or communication tips for conflict resolution in the workplace. Well, the first thing to do is to be able to minimize conflicts. Yeah, let's be objective. There is no zero conflict team. It doesn't exist. Okay. Yes, there were always conflicts. Now, there are major conflicts and there are minor conflicts. But a minor conflict can escalate to become a major conflict. Now, it's important to make people understand the basics of communication based on company values. Okay. When you communicate in order to make the other person aware of a message. If the message was important, you will not communicate. So you communicate because there is something to share with the other person. Okay. And now when you share that information with the other person, the person is going to use it to do his or her job. And so make sure that you pass on the information with no negative emotions attached. Okay. Pass on the information in the clearest possible way so that the person can use the information and go ahead with the job or with the task. Now, what sometimes happens is that some people feel that
their colleagues don't deserve some information. Some information, yeah. They decide that on their own, yes, without having consulting the boss or whosoever. So they decide, and so they design strategies on how they can keep the information. And by doing that, they are preventing the other party to have access to the information. And so if the other party is deprived from this information, there's no way they'll be able to do their job properly. And so by blocking the information, they are making the other person incompetent. That's why it's important sometimes for managers to organize meetings. So they share the information with everybody at the same time. Yeah. And then, if you can, then send an email to all those who participated in the meeting. Exactly. So you make sure that everybody is aware of the same information at the same time. Francis, I know of just, I don't Il est know. 11h37, histoire d'aller d'abord pour la pub. On va revenir, on va aller écouter l'homme de la rue pour poser la question. Et après ceci, vous pouvez appeler et poser des questions au coach Francis Eret. À toutes. Vox Pop. Donc pour moi, pour pouvoir renforcer la cohésion dans une équipe, j'opte pour un travail participatif. C'est-à-dire que moi, ma stratégie serait de mettre tout le monde ensemble, de ne pas individualiser les tâches. Donc constituer des petites équipes afin que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse donner son avis. Je pense que lorsqu'on travaille ensemble et que chacun apporte du sien, cela fait en sorte que tout le monde se sente impliqué. Personne ne se sentira lésé et saura que en fait le travail, le résultat que l'on a eu, c'est aussi grâce à lui. Toute équipe, quand on constitue déjà une équipe, c'est pour avancer. Et quand on parle d'équipe, ça veut dire qu'on doit mettre les forces en commun pour pouvoir construire quelque chose de géant. Bon, lorsque l'équipe commence à se démanteler, non seulement les membres de l'équipe doivent se remettre ensemble, mais le rôle du manager est capital. Donc le chef d'équipe doit pouvoir écouter les uns et les autres, préserver les intérêts des uns et des autres, et puis éventuellement réconcilier les gens. Si j'ai une équipe où les gens ne s'entendent pas, la seule chose que j'ai à faire, c'est de les interpeller, chercher à comprendre ce qui ne va pas. Et là, je pourrais apporter une solution pour les amener encore à être ensemble, en fait. C'est très facile de le faire. Il faut d'abord savoir le problème qui s'y trouve. On ne peut pas apporter une solution sur un problème dont on ne connaît pas l'origine du problème. Et lorsqu'on découvre l'origine du problème, c'est par là qu'on commence à apporter une véritable solution. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui apporte ce problème pour qu'il y ait plus cohésion, qu'il y ait plus entente dans une équipe. Or, lorsqu'on le fait, il faut le faire avec un esprit d'amour, un esprit de rassemblement. Quand vous découvrez celui qui a causé ce problème, vous n'allez pas le mettre du groupe, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'amener à comprendre que prochainement, qu'il ne puisse plus faire ce genre de choses pour mettre un désordre dans le groupe. Or, si le groupe, il n'y a pas de cohésion dans le groupe, il ne peut pas avoir succès et réussite, quel qu'en soit le groupe, que ce soit dans le social, que ce soit même dans le spirituel. S'il n'y a pas une cohésion, s'il n'y a pas une entente, s'il n'y a pas une base réelle d'un succès de ce qu'on veut atteindre, et que ce désordre au milieu de ce groupe, on va échouer. Quel qu'en soit ce qu'on va faire, on va échouer. Pour amener la cohésion dans une équipe où il n'y a pas d'entente et surtout s'il faut atteindre des objectifs, le plus simple c'est de fixer, de fixer un quota à atteindre pour la bonne marche de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut fixer des objectifs que tout chacun doit atteindre. Ça doit se ressentir de manière pécuniaire, peut-être sur les salaires. Donc du coup, s'il n'y a pas cohésion,
il n'y aura pas forcément de bons salaires, par exemple, et du coup, ils seront obligés de s'entendre pour atteindre leurs objectifs et avoir de bons salaires. Voilà, reportage signé Thierry Onne depuis Yaoundé. Francis Hérette, des observations après ceci? Oui, comme on peut le constater, il n'y a pas de baguette magique pour amener une équipe vers la cohésion, surtout quand elle est en proie à des conflits. Pourquoi? Parce que les conflits sont de plusieurs ordres. Et le manager doit veiller de près à l'ambiance de son équipe. Parce que s'il prend trop de distance, alors il risque d'être surpris du niveau de démantèlement de son équipe. C'est-à-dire que vous arrivez dans une équipe peut-être qui travaille sur un espace ouvert, les open space comme on dit aujourd'hui, et une équipe par exemple de 20 personnes, et vous avez 5 personnes qui ne disent bonjour, qui ne disent ni bonjour ni bonsoir à 15 autres personnes. Et vous imaginez donc que quand par exemple un rapport doit passer d'une personne à l'autre, si le rapport rentre entre les mains de ceux qui ne se parlent pas, il y a de fortes chances que soit le rapport ne traversera jamais, soit le rapport ne sera jamais lu par les autres. Voilà. Et vous arrivez le lendemain, vous demandez à tout le monde de faire un compte rendu du rapport, et là, les gens vous disent, boss, j'ai pas reçu. Et c'est quand il dit qu'il n'a pas reçu qu'on lui dit, mais non, on a envoyé dans ta boîte email. Peut-être qu'on lui a envoyé ça dans la boîte email à minuit, alors que la réunion c'était à 8h du matin. Conséquence, il arrive au bureau, il n'a pas reçu le rapport, il n'a pas fait son compte rendu, il peut être sanctionné par le chef. Mais si le chef est intuitif, le chef peut creuser et se demander, mais pourquoi un rapport qui devait normalement être envoyé à tout le monde la semaine dernière n'a pas été envoyé? Et maintenant, on commence donc à chercher. Et lorsqu'on trouve le fautif, il faut l'interpeller. Donc, tout dépend de la nature du conflit. Selon la nature du conflit, on met sur pied des stratégies différentes. Prenons par exemple un cas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire, par exemple, que je suis manager dans une entreprise et j'ai un enfant qui fait un stage dans la même entreprise. Vous voyez que le fait que ce soit mon enfant pose des problèmes d'éthique, parce qu'il y a des choses que je peux demander à mon enfant et que mon enfant ne pourra pas me refuser. Et vice-versa. Et donc, il est donc normal que dans une entreprise, par exemple, que deux parents ne se retrouvent pas dans le même département, mais dans la même unité. Ça vous évite beaucoup de choses. Or, lorsqu'on ne filtre pas cela, vous vous retrouvez avec des conflits d'intérêts où l'oncle est impuissant devant son neveu, où la nièce va rendre compte à sa tante au-delà de ce qu'on attend, et parfois même épier les gens dans leur vie privée et aller rendre compte à la tante. Vous voyez donc, et ça va créer des conflits assez importants qui vont pourrir l'atmosphère de l'équipe. Donc, en fonction de la nature du conflit, il faut mettre sur pied des stratégies, il faut mettre sur pied des façons assez particulières pour pouvoir résoudre. Francis, I know of somebody. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour, bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Yes, I am called Ngono François Joël in Ange Raphael. Okay. Really, I'm really following STV every morning, but today is very special. Based on the coach, from what he is saying, I really appreciate whatsoever enlightenment he is bringing to the population concerning conflict, especially in cohesion, in offices or wheresoever we find ourselves. But at least I would like to bring my little contribution before asking him my question. My little contribution is whatsoever, and the contribution will really have link with the question I'd like to ask him. We usually have problems based on the fact that we are maybe a leader, and within us, those we are leading, there are people who bring us headache. I mean, maybe
are minimizing you because you are new in the company, and they have given you the position, and people would like to bring you down. I'm saying this because I myself, I have been a victim. Wheresoever I'm working, they try to bring me down, saying that il est nouveau, comment il vient d'arriver, on le met là-bas. When you give me instruction, je suis pas obligé d'obéir à ça. It brings a problem that at least when you come to work, they refuse maybe greeting you. They create maybe you try by all means maybe to advise them, tell them that let's work together. We are here only for work, nothing else. Let's try and see into it that the company goes up. But upon that, il est 20 ans, il vient d'arriver, on le met en haut. In that type of situation, how are we? That question to the coach. In this type of situation, how are we going to handle it? Should we really focus on maybe being with them that way, so accept the situation? Because at times even the boss try by all means to tell them, but at least il refuse, il dit que non, je ne peux pas travailler avec lui, je suis à 15 ans dans l'entreprise, il vient à peine 2 ans et on lui nomme. Il veut me commander comment? How do we handle this situation? Please, coach. Thank you very much, and happy continuity. Okay. Thank you too. Thank you for this very relevant question. The first thing to understand is that you did not get the position because people love you. You were appointed because you are competent, because the company saw something in you. So first of all, you as a manager must be very confident in that. Secondly, you cannot help people being frustrated. If people have been there for 15 years, 20 years without being appointed manager, it simply means that they don't deserve it. But the company has seen in you somebody who deserves and somebody who has leadership. And now, you as the manager, you should call meetings and ask your people the problem. And if possible, get somebody from the HR to attend the meeting so that you are covered and you are protected. That is it. So the person takes note. Let them speak up their minds. What is the issue? Why are they not collaborating with the new manager? Let them voice their concerns. If possible, if they cannot express themselves openly, then ask the HR to conduct an anonymous survey during which they can write down whatever they have in their minds. Once that is done, then become now aware of what they have in their minds. If the issue is that you are young, if the issue is because you have just 2 years in the company, you cannot help it. And if they continue, then you can escalate and you call the attention of your boss for him to solve the problem. Because let people not become incompetent. Let people not work because they are not in tune with the manager. They are there for one goal, is to meet objectives. And the salary that they receive is paid to them because they achieve their goals. Now, if they get to a point where they can no longer work, then they can step down, they can be sacked by the company, or the HR manager takes the problem in his hands to address it. And sometimes such teams need a workshop during which they'll be told how to work with the manager, or maybe they need to be reminded that the new manager has been appointed based on his skills and his competence. Coach, I think j'ai un petit souci. Il y a un type de conflit dans les entreprises que les femmes peuvent éviter, mais je ne sais pas pourquoi elles ne parviennent pas à éviter. Le genre de conflit où tu vas dans l'entreprise, le patron ou le boss sort avec l'une des femmes de l'entreprise. Et du coup, déjà que c'est pas mauvais, que peut-être un boss soit avec une employée. Voilà, on dit que l'amour arrive partout. Mais j'ai l'impression que les femmes n'arrivent pas à gérer ça.
Parce que quand ça se passe comme ça, généralement, la femme se dit que non, elle est à boss. Que la copine du boss, c'est boss. Calvino. Et du coup... Calvino. Oui. Ça, c'est un problème de personne. D'accord? Voilà. Non, c'est pas la question. Ça montre l'incapacité du boss à gérer ses relations. Parce que si jamais, si d'aventure, un manager devrait entretenir une relation amicale, une relation amoureuse avec un employé, cela ne devrait jamais se faire au détriment de l'entreprise. Ça, c'est un principe sur lequel on ne revient pas. C'est un principe non négociable. Et le jour où on se rend compte qu'une relation amoureuse entre deux collaborateurs a mis à mal l'entreprise, les deux tourtereaux sont mis à la porte, sans autre forme de procès. Mais c'est l'entreprise du boss qui va lui mettre à la porte. Bon, si c'est une entreprise personnelle, alors là, on rentre dans un désordre qui ne dit pas son nom. No, Mireille, my question is based on what I was about asking the same question, because now with Francis, when you say that maybe when the manager discovers that maybe his team are not d'accord with him, we all know that there are some people, they are not easy to go people, or some recalcitrant people that even if the boss himself comes and says, okay, this is the person I've put in place to manage your people, or maybe gives them the floor to, express their grievances, or maybe, why don't you want this person? Is it that he's doing this? Some will even want to raise the point that, okay, we're expecting that maybe you get somebody from this. They have their own ideal manager that they have always been, maybe deep inside them, that's somebody that have envisaged to lead their team, and not the one that has been put or selected by the manager. And so at one point in time, no matter how you, the manager, you're so soft with the team, because you want them to have a win-win, but at the end it gets so frustrating because no one listens to you. You find yourself doing your own thing, your own self, and at one point in time, it drops the productivity of the company. Then you step down. As the manager? Yes, you step down. Because you have not been accepted. And it's the role now of your manager, that is your boss, to solve the issue. If the problem cannot be solved, if the problem cannot be addressed successfully, then you as a manager, you step down. Get the job somewhere else. Oh, so does it mean that the manager is the one that has a problem, or the team? No, the team? no. If the team does not accept the manager, and if the hierarchy of the manager cannot solve the problem, then it's going to be conflicts from day one to day N to day X. Yeah. So the best thing is for the manager to step down, because his life is at stake, his career is at stake. We know cases where a manager was not accepted, and one thing leading to another, he was poisoned. Wow. So why should people risk their life for a corporate position? Yeah. Wow. Or maybe you are hired by a family business where people are cousins, they are aunts and uncles, and you are hired on the basis of your competence, and you come and you realize that there's no way out. The situation is desperate. What do you do? Do you go ahead and get poisoned? You step down. You step down. Because of them. Yeah. There are things you can't fix. Your life is dependent. But on the other hand, maybe those causing the trouble could be set aside. What do you know family business where they are able to sack the children of the house because of an unhappy manager? It's rare. It may exist, but it's very rare. They will want to keep the family together and then kick out the outsider, who may be you, the manager. But what if the manager is an insider, that the team are outsider? How
how does it work? It's a case by case situation. I cannot give you a round strategy. Okay. It's a case by case. But Francis, you always keep on saying that maybe like it actually weighs more on the managers than the team. Don't you think also in order to avoid such a conflict, the team also has a role to play so Of far? course. There are shared values. Okay. The team has to share common values. The team has to share common objectives, and the team has to share common behaviors. Sometimes when I work with teams, we draw the chart where we have common goals, common values, common behaviors. And he who doesn't match with that knows what to do, is to step down. Because if there is no common framework, then what are you doing together? Sorry, I didn't look at the time. You're right. Sorry, I didn't look at. No, but just 1 minute. Ok. Sorry. Ok, merci beaucoup Francis Hérette pour cet éclaircissement, pour ces éclaircies. Et j'espère pour vous et pour que vous avez appris quelque chose et que voilà, beaucoup même en termes de gérer justement une équipe. C'est pas du tout aisé, hein, c'est pas du tout facile, mais ça demande les couilles solides pour pouvoir le faire et un bon mindset. Et alors nous allons revoir Francis. Il va aller se reposer en bambou. On a déjà un peu pressé. Il a besoin de se reconstituer à nouveau pour nous apporter de nouvelles idées encore. Il nous revient au mois de septembre, mais d'ici là, restez scotchés parce que on vous fera gagner des livres de Francis durant le mois d'août qu'il met à disposition pour toutes les personnes qui auront répondu à certaines questions que nous allons vous poser d'ailleurs. Francis Hérette, c'est francisherette.com, voilà, ou encore sur Facebook Francis Hérette. Vous le retrouvez pour tout besoin en termes d'assistance, en termes même de coaching, en termes même d'accompagner des entreprises. C'est tout ça. Francis Hérette, auteur de livres, aussi coach en entreprise. Merci pour ces beaux moments passés ensemble pour cette première saison. On se retrouvera au mois de septembre. Ouais, merci Mireille, j'ai hâte de prendre mes vacances. Je vais me ressourcer et je viendrai avec beaucoup plus de fraîcheur. Merci. Cathy, tu prendras tes vacances aussi. Tonton Calvino, bientôt. Non, c'est tonton Calvino qui prend bientôt. Nous, on va rester... Non, il faut rester seul. Hein. Vous allez rester avec monsieur. Vous allez rester avec monsieur. On sera ensemble de temps en temps. Monsieur, de temps en temps. Monsieur le maire. Francis, I'm going to miss you. I'm going to miss you. Yeah. Just for 4 weeks. 4 weeks. Just a month. Just a month. I'll do some research. Come back with interesting topics, interesting topics, and then possibly I'll come with some presents. Yeah. Ok, c'est ce qui m'intéresse. Allez, merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain. Nous allons retrouver la prophétesse Geneviève Ngonoïkani qui nous revient pour une bonne série de thèmes avec qui on va échanger. D'ici là, portez-vous bien. Aujourd'hui, c'est mercredi, le journal à partir de 20h. Voilà. Restez juste en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.